Nous allons vous laisser vous présenter et nous raconter votre parcours depuis la pneumologie jusqu'à l'éthique médicale, en passant par la cancérologie et les soins palliatifs. Sachant que aujourd'hui, vous retrouverez une famille, Jeanne Malve, à laquelle vous avez appartenu en la présidant, à l'époque, Jeanne Malve, Loire-Océan. Personnellement, j'ai fait votre connaissance à l'université permanente en inscrivant à votre cycle de conférences Introduction à l'éthique médicale, et l'idée de vous inviter aujourd'hui m'a été soufflée par Françoise, notre coordinatrice, qui était notre coordinatrice depuis 4 ans, jusqu'à cette présente rentrée. Vous allez nous inviter à nous interroger dans des situations médicales éthiquement difficiles sur qui est légitime pour décider, en nous proposant une approche par les principes de la bioéthique et par les cas. Et nous verrons que tout ceci est porté par une valeur que nous partageons tous, la solidarité. On a pris conscience que la situation de fin de vie nous concernait en tant que citoyens. Et pourquoi? Tout simplement parce que la mort, la naissance, le handicap, nous pouvons y être confrontés. C'est la confrontation qui nous donne une expérience. Donc il n'y a pas d'experts en éthique. Méfiez-vous des experts en éthique. Donc ça, c'est un point que je voulais vous dire. Le deuxième point aussi que je voulais insister avec vous, qui m'a marqué, c'est pourquoi il y a des gens comme vous qui passez du temps près de patients en fin de vie, pourquoi il y a des soignants qui s'occupent de personnes handicapées, pourquoi il y a des soignants qui s'occupent d'aider les femmes à mettre au monde des enfants, pourquoi tout ça? D'où ça vient tout ça? Pourquoi il y a donc une entraide? On s'aide les uns les autres. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que c'est tout simplement la singularité de notre espèce, la singularité de Homo sapiens, puisque nous sommes Homo sapiens. Et Homo sapiens est né, et nous sommes les héritiers d'Homo sapiens. Pourquoi? Parce que ces vieux ancêtres, que ce soit l'homme de Néandertal ou les autres, Homo erectus, eh bien, ils ont été confrontés à deux choses. La vulnérabilité, puisque à cette époque, c'était difficile de vivre et de survivre, et donc ils se sont associés, ils se sont regroupés, parce qu'ils se sentaient tous vulnérables. Et aujourd'hui, nous sommes les enfants de cette vulnérabilité. Nous sommes tous vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé, nous avons des enfants, nous avons une bonne retraite, par exemple, mais demain, nous pouvons être confrontés à un deuil, à la mort d'un proche, mais aussi à un accident de la vie, à une séparation, à une perte d'emploi. Donc la vulnérabilité est au cœur de notre singularité. Et le deuxième point qu'il ne faut jamais oublier, la force de l'Homo erectus, c'est la socialité. C'est la socialité. Ils se sont regroupés et ils ont partagé ensemble des petites règles. Et c'est donc cette socialité qui fait la singularité de notre espèce, vulnérabilité et socialité. Et si on altère cette socialité, et si on altère cette vulnérabilité, eh bien, nous perdons de notre humanité, nous perdons de notre singularité. Donc ça, c'est un point important. Qu'est-ce que je voulais vous dire également en introduction? On pourra, dans la discussion, faire des beaux schémas sur Homo depuis Tanka, et comment tout ça s'est mis. L'autre chose, je voulais vous dire aussi qu'on va parler d'éthique, mais on va parler d'éthique en action. Pas dans les pensées, dans les grandes... les pensées sous les plafonds dorés des commissions d'éthique. Non, dans l'action. Et dans l'action, c'est dans les situations, comme l'a dit Marc, dans les situations éthiquement difficiles, qui est légitime pour décider. Ces situations difficiles, c'est quoi? C'est bien sûr
la fin de vie, mais c'est aussi la naissance, autour de la naissance, c'est les interruptions de grossesse, c'est la procréation médicale assistée. Donc c'est des situations, une réflexion en action. Il faut prendre une décision. Et donc, pour prendre une décision loin des préjugés, loin des... Eh bien, il va falloir se mettre à table, se mettre ensemble pour réfléchir. Et donc, je vais vous demander, qu'est-ce que l'éthique? De quoi va-t-on parler? On va parler de l'éthique, du moral, tout ça c'est la même chose. En fait, c'est tout simplement les us et les coutumes. C'est tout, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Et je vais vous poser la question à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'un problème éthique? Qu'est-ce que c'est qu'un problème éthique? Et pour répondre à cette question que vous allez me donner, je vais vous lire quelques petites histoires vraies qui sont vécues. La première est un petit peu ancienne, mais c'est une situation qui m'avait marqué. Donc la question posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un problème éthique? Qu'est-ce que c'est qu'un dilemme éthique? Première petite histoire, c'est Charlotte. Charlotte avait 3 ans. Depuis 6 mois, elle gisait sur un lit aussi joli dans son sommeil que la belle voix dormante de nos contes enfantins. Mais Charlotte était définitivement absente, endormie pour toujours, disait l'équipe médicale et les médecins. Lors d'un séjour en vacances en famille, l'année précédente, elle avait échappé quelques minutes à la vigilance des siens et s'était noyée dans une piscine. La réanimation avait été trop tardive pour réussir à la ramener à elle, mais suffisante pour faire repartir les fonctions vitales, cardiaques et respiratoires. Devant la gravité du pronostic, les médecins avaient proposé de ne pas poursuivre les soins. Les parents avaient acquiescé. Par 3 fois, on leur avait annoncé la fin de Charlotte. Malgré cela, l'enfant avait survécu. Mais maintenant, elle était en coma neurovégétatif. Et les parents n'en pouvaient plus. Ils demandaient que cela s'arrête. Ils voulaient la libérer de cette vie qui n'en était plus une. Ils lui devaient cela. C'était la dernière chose qu'ils pouvaient faire pour elle en tant que parents. C'est ce qu'ils disaient. Mais était-ce à eux de décider, selon les médecins? N'était-ce pas eux qui voulaient soulager? Et puis d'abord, comment faire? Comment faire? On ne pouvait pas l'euthanasier tout de même. Certes, il y avait cette sonde d'alimentation dont elle dépendait pour se nourrir. Pouvait-on l'enlever? Était-il imaginable de laisser mourir un enfant par privation de nourriture? Première petite histoire. Deuxième histoire, donc la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un problème éthique? Deuxième histoire, encore une femme vie, mais vous verrez vraiment votre adolescence, le pilote. Le pilote, c'est un homme de 35 ans. Du fait d'un accident de voiture, il est tétraplégique depuis 5 ans, dépendant d'un ventilateur. C'était auparavant un très grand sportif, s'entraînant au marathon, pilote d'avion de son métier. Il est totalement dépendant pour tous les actes de la vie des soignants. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, ses parents vivent à la campagne, ne peuvent pas l'assumer au quotidien. Il vit donc en institution, que vous connaissez peut-être, enfin c'est sur l'Orient. Il y passe ses journées solitairement, sans beaucoup de visites ni de distractions. Il a été traité à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années pour dépression, sans beaucoup d'efficacité. Depuis quelques semaines, l'équipe soignante est inquiète car il leur a dit avec détermination qu'il voulait en finir. Le médecin du service a des convictions qui lui font considérer le suicide comme un acte inadmissible. La loi aussi. L'une des infirmières de l'équipe, après avoir longtemps discuté avec le patient, lui suggère de débrancher lui-même son ventilateur la nuit, geste pour lequel il a gardé suffisamment d'autonomie. La nuit suivante, en effet, le patient débranche le ventilateur. Mais privé d'oxygène, il suffoque, il panique, il a peur et il va rebrancher son ventilateur. Le lendemain, il donne des explications sur ce qui s'est passé et il demande de l'aide. Il leur dit qu'il assumera seul le geste d'arrêter la ventilation, mais souhaite qu'on lui place une perfusion de morphine pour supporter cette suffocation. Allez, maintenant on va aller du côté de la naissance. Toujours, la même question. Qu'est-ce que c'est?
C'est le cas de Madame L, 35 ans, et de Monsieur, 40 ans. Ils sont d'origine néerlandaise, ils vivent en France depuis de nombreuses années, ils parlent parfaitement le français. Lui, il travaille, sa femme est professeure d'anglais et de néerlandais en France. Et ils vivent ensemble depuis plus de 8 ans, ils n'ont pas d'enfants. Et ils viennent pour demander une aide à la procréation médicale assistée. Lui, le monsieur, il a des érections spontanées de communauté, c'est très détaillé, mais enfin, c'est médical, et provoqué, donc il n'y a aucune difficulté, et madame aussi n'a aucun problème de problème de santé, mais elle a 38 ans, 35 ans, elle n'a jamais eu d'examen gynécologique. Et donc, ils expriment un désir de grossesse tous les deux, ils viennent, hein, puisque ça fait depuis 14 ans qu'ils sont mariés, je ne me suis pas trompé de chiffre, et ça fait 3-4 ans quand même qu'ils voudraient l'enfant. Mais la question est que ce couple n'a pas de relation sexuelle. Ils disent que leur affection est suffisante et ils n'ont pas besoin de relation sexuelle. Donc la question qui est posée, le bilan hormonal de madame est tout à fait normal, le spermogramme de monsieur est un peu faiblard, mais bon, c'est peut-être le manque d'exercice qui fait ça. Et la question est, doit-on envisager une procréation médicale assistée pour ce couple qui vit normalement, mais n'a pas de relation sexuelle? Ça a toujours un coût. Hein. Autre question, dernière petite histoire, c'est la femme du colonel. C'est un colonel à la retraite, un bel homme, il avait 85 ans. Elle, sa femme, avait 80 ans, et ça faisait 60 ans qu'ils vivaient ensemble, qu'ils s'étaient mariés. Et la maladie d'Alzheimer avait été diagnostiquée chez elle 5 ans plus tôt. Et elle sombrait progressivement. Et lui, ce colonel en retraite, il la quittait pas. Hein. Mais c'était devenu impossible. Elle faisait tout de travers, et lui faisait son possible, mais il avait du mal à assumer. Leurs propres enfants n'étaient pas conscients, ils vivaient un petit peu en dehors de la ville de Paris, ça se passait à Paris, et personne ne pouvait se douter, quand on les voyait dans la rue, qu'il pouvait y avoir tant de problèmes. Mais lui, il savait que la façade ne tiendrait plus longtemps, et un jour, et de plus en plus les choses s'aggravaient, il devenait de moins en moins capable d'assumer une vie digne pour son épouse. Il aurait l'impression de trahir s'il la mettait en institution. Mais il y avait une question qui était posée, c'est que depuis la dernière consultation de cardiologie de sa femme atteinte de maladie d'Alzheimer, le cardiologue avait dit qu'il fallait changer le stimulateur cardiaque. Elle avait un stimulateur cardiaque et il fallait le changer. Il y avait du temps pour le faire, hein, on n'était pas dans les 2 mois qui venaient, il fallait changer le stimulateur cardiaque. Et ce colonel va poser la question au médecin, et si on ne changeait pas le stimulateur? Donc voilà, ces petites histoires qui essayent d'illustrer qu'est-ce que c'est qu'un problème éthique, hein, en quelques mots, c'est tout simplement un conflit de valeurs. C'est un conflit de valeurs. Les gens n'ont pas les mêmes. C'est simplement ça. Donc, il va falloir, vous en tant que bénévole, donc être toujours capable d'écouter. On a vu la définition d'éthique, je n'y reviens pas, les mœurs, les us, les coutumes, quelles que soient les choses. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi on est là? Pourquoi aujourd'hui on est là? Eh bien, il y a 4 raisons à retenir, grosso modo. La première, c'est le développement prodigieux des techniques. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les progrès techniques qui ont été faits. Moi, je me souviens, j'ai connu la naissance du scanner. Et quand on demandait un scanner pour un patient, le scanner à l'époque était à Angers, il fallait écrire une lettre en disant « Je veux le scanner pour ce patient, parce que je pose telle question. » Alors maintenant, les scanners, voilà, et les iris, c'est pareil. D'autre part, c'est le développement technique autour de la naissance.
Autrefois, pour faire un enfant, il fallait un homme et une femme. Au besoin de passer quelques temps sous la couette, c'était simple. Maintenant, il n'y a plus besoin. Vous pouvez prendre des ovocytes qui viennent de Slovénie parce qu'ils sont moins chers que ceux qui arrivent de New York. Vous pouvez prendre des spermatozoïdes aussi dans les stocks, faire une fécondation in vitro, puis une implantation, soit chez la femme, mais chez une femme porteuse. Donc, au fur et à mesure, ça pose des questions. Donc ça, c'est pareil pour la réanimation. La réanimation a été très pauvre, et puis les progrès réalisés. Donc les progrès techniques sont gigantesques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'il y a une absence aujourd'hui de consensus sur les valeurs, du fait de la multiplicité de nos populations, des valeurs religieuses que ce soit en France. Donc il n'y a pas de consensus sur les gens qui sont athées, ceux qui sont catholiques, ceux qui sont juifs, ceux qui sont musulmans et ceux qui sont bouddhistes. Enfin, bref, il y a une absence de consensus sur le plan social, juridique, sur les valeurs. Il y a aussi un troisième point qui me tracasse beaucoup, et que vous avez, c'est la perte de confiance de la population dans le monde soignant, en général. Cette perte de confiance, elle a été due d'une part aussi aux accidents qui ont été faits, le sang contaminé, il y a eu les prothèses PIP. Toute la marchandisation de la médecine fait que la population perd, enfin pas uniquement en France, que la population perd confiance dans ce monde soignant qui devient de plus en plus, qui est transformé en ouvriers, ouvrières, prestataires de services, et non plus le rôle du soignant qu'on a pu connaître, nos cheveux blancs. Et puis, un autre point aussi qui est capital, qui est une force de la démocratie, c'est le développement des associations. Et je reviens à Jalmave, parce que Jalmave, au départ, on tirait la veste des députés pour qu'ils y réfléchissent. Et puis les députés y ont réfléchi. Et puis il y a eu la première loi de 89. Mais c'est les citoyens, c'est pas les hommes politiques qui ont parlé de soins palliatifs, c'est les citoyens qui étaient confrontés tous les jours. Et donc les citoyens ont une force gigantesque. Donc voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de valeur, ou les valeurs sont contradictoires. Il faut donc, ce que je vous propose, c'est une méthode. Une méthode, pour ne pas dire, pour éviter les préjugés. Et la consultation se base sur ce qu'on appelle une consultation d'éthique clinique. Qu'est-ce que c'est que, quels sont les fondamentaux d'une consultation d'éthique clinique? Il y en a en France, quelques-unes, à Paris, il y en a une à Nantes, à Jules Verne, il y en a à Saint-Nazaire, mais il y en a très très peu parce que ça coûte cher et actuellement ce sont des bénévoles qui font ça, c'est par bénévolat. Mais si à Paris elle est financée, voilà. Les points importants pour une consultation d'éthique clinique, c'est que, avant tout, c'est prendre en compte la voix du patient. Qu'est-ce que le patient nous dit? Il faudra prendre ensuite ce que nous disent les proches, l'entourage, mais la voix du patient, et il faut le consultant d'éthique clinique porte la voix. Il y a un petit peu un rôle d'avocat, et vous aussi peut-être que vous aurez, en tant que bénévole, une personne en fin de vie, porter sa voix. Ça, c'est important. Le deuxième point d'une consultation d'éthique clinique, pour une délibération, c'est la pluridisciplinarité. C'est la pluridisciplinarité avec, dans ces staffs de consultation, des soignants qui sont issus des différents métiers de la médecine, quelle que soit leur fonction, et puis aussi des non-soignants. Parmi ces non-soignants, il y a des représentants des sciences humaines et sociales, philosophie, sociologie, psychologie, mais aussi des citoyens comme vous, issus de la société civile. Le point commun, c'est que tous ces gens se sont formés à la méthodologie de la consultation. Et puis enfin, troisième point, c'est la procédure. Les consultants, lorsqu'il y a une saisine, vous verrez ce que c'est, lorsqu'il y a une saisine, les consultants qui sont toujours 2 ou 3, soignants, non-soignants, vont rencontrer la personne malade, vont rencontrer l'équipe soignante, ou rencontrer le chirurgien ou un conseiller, vont rencontrer les proches,
Ils vont revenir avec ce document devant le staff, et là il y a une discussion qui va se faire, et ensuite, au terme de cette discussion, les consultants vont reporter pas le message, mais les discussions qui ont eu lieu. Le staff ne dit pas « faut faire ci, il faut faire ça », jamais, jamais, jamais. Hein. Le staff dit « ben voilà, nous étions 17 ce jour-là, et 10 étaient favorables à prendre cette décision au nom de tel principe ». C'est principe. Ou au contraire, 4 n'y étaient pas favorables au nom d'autres principes, et puis 3, par exemple, se sont abstenus. Et donc on rapporte ça. Il n'est pas question de dire ce qu'il faut faire. Et on s'aperçoit que les gens, parce que le but, c'est de faire accoucher la pensée des uns et des autres, qui est déjà bien avancée. Et la consultation sert souvent un petit peu à mettre de l'ordre un petit peu dans tout ce qui a été dit. Alors, pour ce staff, quand même, ce staff avec des gens qui viennent de mondes différents, il va falloir bien qu'ils aient un outil pour discuter ensemble, sinon ils vont se traiter de tous les noms. Comme ça touche à des situations graves, on va dire mais t'as rien compris, ou c'est pas normal, c'est pas juste. Bref. Ils vont donc utiliser un langage. Et ce langage, donc ça sera l'objectif d'aujourd'hui, 4 principes. 4 principes que vous devez connaître et savoir et retenir. C'est le principe d'autonomie, le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance, le principe de justice. Et pourquoi c'est important? Eh bien, ces principes ont été édifiés par deux Américains, 2 philosophes américains dans les années, dans les années 75-80. Il y en a un qui était pasteur, un philosophe pasteur protestant, je ne sais pas quelle famille protestante, et l'autre était athée. Non, il avait des visions totalement différentes. Et c'est eux qui ont construit ces outils pour qu'ils puissent discuter ensemble. Donc voilà ces outils, que ce sont des simples outils. Mais il faudra, comme quand on rabote un bois, ça m'est arrivé, raboter du bois avec un rabot, la première fois, vous avez tout de travers, et au fur et à mesure, vous allez faire un rabotage précis. La première fois, moi je l'ai fait avec ma cravate, la cravate est partie. Donc, pensez que ce sont des outils. Ce sont des outils qu'il faudra les expérimenter. Hein. Alors, le premier outil, c'est le principe d'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? C'est quelque chose de très important. Et pour l'illustrer, qu'est-ce que je peux prendre? J'ai trois petites situations. Bon, on va en prendre une, celle-ci. Donc la saisine. Peut-on envisager et réaliser une imitation de traitement pour M. G, âgé de 58 ans, à la demande de sa famille? Hein? Donc c'est ça, c'est une saisine. Donc, ensuite on va prendre l'histoire médicale, quand même, qui est très succincte pour les consultants, parce qu'on ne fait pas de médecine. Hein. Monsieur G est âgé de 58 ans et suivi pour un AFR du tronc basilaire, des troubles des vaisseaux dans son cerveau. Et il a été traité par des embolisations. Il y a eu plusieurs embolisations, il en a eu 3. Donc on envoie des petits emboles pour obstruer le vaisseau. Mais chez lui seul, la première embolisation a été nettement bénéfique. La deuxième n'a pas apporté d'amélioration. Et lors de la 3e embolisation, on est là pour la 3e embolisation, un accident survient au cours de cette 3e embolisation. L'IRM de contrôle permettait d'affirmer des choses importantes, un anévrisme, une thrombose. Les 4/5 de la protubérance sont non fonctionnelles, une compression également du thalamus, ce sont des lésions cérébrales très importantes. Ces lésions se manifestent parce que vous avez une idée, c'est un lock-in syndrome. Vous savez, ces gens qui sont. Il y a un livre qui a été. J'ai oublié. C'était comment le titre? Le scaphandre. Ah oui, c'est ça. Le scaphandre. Donc, voilà. Et donc ce monsieur est dans cette situation-là. Alors la communication avec lui est très difficile, d'une part parce qu'il avait déjà une surdité avant les embêtes des fois, on se demande des gens cumulent. Il avait une surdité, il avait une somnolence qui est due à la compression du thalamus. Ensuite, il a des troubles de la gestuelle.
il a aussi un traitement antidépresseur pour traiter l'hypertonicité, et puis des traitements hypnotiques, et puis les réponses, les exercices de réponse oui non avec l'excitement des yeux. Les soignants ont l'habitude de ça, et là c'était impossible de savoir s'ils disaient oui, s'ils disaient non. Alors, M. G pleure beaucoup, mais les neurologues disent qu'il s'agit de réflexes archaïques. Voilà les éléments qu'on vous donne en tant que consultant. Alors, l'équipe médicale que l'on rencontre nous dit que l'évolution, ça va se faire vers une trachéotomie, pour avoir une ventilation permanente, une trachéotomie, une gastrostomie d'alimentation, pour les nourrir, et enfin un sondage urinaire, des sondes urinaires en permanence, et puis il est alité, quoi, on ne pourra pas le changer. Et donc les équipes médicales et soignantes s'interrogent sur l'évolution, qu'est-ce qu'on fait de cet homme qui a 58 ans, et surtout les parents, l'épouse de ce monsieur, ses 3 fils, qu'on a rencontrés, et tous les 4 nous disent qu'ils parlent de leur père et époux comme une personne ayant reçu une éducation rigide. Et là aussi, ça sera toujours important, l'histoire. Le poids d'une vie d'homme, le poids d'un enfant, le poids d'une femme, le poids d'un vieillard, le poids du nouveau-né, ça pèse. On peut pas faire n'importe quoi. C'est un homme, ils nous disent, qui parle peu, mais il nous précise que M. G était parfaitement au courant des risques du traitement. Il s'était informé sur le Locking syndrome par discussion avec son épouse, et il avait lu en effet le livre Le scaphandre et le papillon. Clairement, à ses enfants et à son épouse, il s'est exprimé sur la nécessité d'arrêter les traitements dans le cadre du Locking syndrome. Il ne voulait pas vivre un Locking syndrome. Avant la 3e embolisation, il avait rencontré ses 3 fils, il avait remis la clé de la cave. C'était un collectionneur de grands vins à son dernier fils. Mais les autres, il avait déjà commencé à distribuer certaines choses. Son épouse est la personne de confiance. C'est bien noté sur le dossier. Et tous les 4, donc les 3 enfants et l'épouse, sont unanimes pour dire les souhaits de leur père. Ils ont bien compris le déroulement de l'imitation de traitement. On a bien expliqué comment se faisait une limitation de traitement. Les incidences sur la vie, c'est-à-dire que si on fait une limitation de traitement, qu'on arrête la ventilation, il va falloir endormir M. G. Voilà. Et ils nous disent qu'ils considèrent que nous serions malfaisants si nous reposions la question à M. G. M. G est vivant. Alors, comment résoudre le dilemme? Donc on a rencontré M. G, on a été le voir. Il ne parle pas puisqu'il est en réanimation, il est intubé, il n'est pas encore trachéotomisé. Voilà. On lui dit simplement que nous venons le voir parce que les soignants, sa famille s'interrogent sur qu'est-ce qu'on peut faire de lui, qu'est-ce qu'il voudrait, les gens sont inquiets parce que la situation est grave. Voilà ce qu'on lui dit, est-ce qu'il entend, est-ce qu'il comprend? Voilà. On ne sait pas plus. Et donc, il va falloir revenir devant le staff. Et qu'est-ce que vous faites en sachant que les soignants ne sont pas du tout opposés à l'arrêt des traitements? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ce patient est autonome? Et s'il n'est pas autonome, comment on parle d'autonomie lorsque la personne ne peut pas s'exprimer? Et lors du stage, je me souviens, il y avait eu des discussions épouvantables en disant non, il est encore vivant, vous devez lui poser la question, même s'il ne comprend pas bien, vous devez lui poser la question. Vous disait mais non, vous êtes fou de poser. Enfin, vous voyez, chacun. C'est clair que je suis une situation un petit peu difficile, un petit peu dure. Donc voilà. Donc, est-ce que la parole de l'épouse, des 3 enfants, sont suffisantes pour porter l'autonomie de leur mari, de son mari et de leur père? Là, dans ce cas-là, c'est une autonomie reliée. Autre petite idée, est-ce que je prends une histoire d'enfant maintenant? Toujours sur l'autonomie. Donc l'autonomie, pour bien vous dire, soit la personne est
on comprend, elle est vivante, par exemple, une demande de contraception définitive chez une jeune femme de 23 ans, on va lui demander, est-ce que vous avez bien compris qu'une contraception définitive, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir des enfants, est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous connaissez aussi les méthodes de contraception temporaire? Est-ce que vous avez utilisé des pilules contraceptives? Est-ce que vous avez utilisé les DIU, les dispositifs d'entretien? Bref, on s'inquiète si, pour être autonome, il faut être bien informé. Et quand il n'y a pas d'information suffisante, quand la personne ne peut pas parler, on parle d'autonomie reliée. Là, je reprends un autre petit exemple. Ce sera un enfant. Ce qui est très important aussi, je vous rappelle, dans les consultations d'éthique, comme vous, c'est que vous allez rencontrer les gens. Vous allez les toucher. Et là, le petit enfant, le petit Nolan dont je parle, il est dans son berceau, et quand on lui met la main, il prend le doigt. Ouais. Donc, c'est pas rien. C'est pas sur un dossier. Vous allez rencontrer la personne, vous allez lui parler. Ouais. C'est vrai. Tout à fait vrai. Alors, ça, c'est le principe d'autonomie. On pourra, dans la discussion, en parler en discussion. Maintenant, deuxième outil, principe de bienfaisance. Qu'est-ce que c'est que la bienfaisance? C'est agir pour. Et retenez bien que autrefois c'était un principe dit paternaliste, parce que moi je sais ce qui est bien pour toi. Et donc il ne faut pas faire ça. Le principe de bienfaisance c'est important à partir du moment où il est partagé, où il n'est jamais pris seul. On ne peut pas décider seul du bien de la personne qu'on a en face de nous. Retenez bien ça. Le principe de bienfaisance est un principe important, mais il doit être soumis à discussion. Alors, par exemple, premier principe, oui, c'est Madame Abbé. Elle a 23 ans. Elle a 23 ans, elle est née à Cholet, elle a fait un bac pro, métier de sécurité, son conjoint est natif de région parisienne, sa famille, ses parents, elle a une sœur homosexuelle. Elle n'a jamais eu de désir d'enfant. Elle a 23 ans, c'est jeune. Elle n'a jamais ressenti de désir d'enfant. Son non-désir est viscéral. Elle a été au contact d'enfants. Elle n'avait pas d'attrait pour eux et préférait avoir des amis plus âgés. Ça, c'est le truc médical, normal, sans douleur. Et elle nous dit en plus qu'elle n'a pas elle ne veut pas de contraception hormonale. Et elle veut une contraception définitive. Je préfère, on évoque le regret, je préfère regretter de ne pas avoir d'enfant plutôt que de regretter de n'en avoir un. Si elle est enceinte, elle fera l'IVG. Donc c'est clair. À la question possible d'une vasectomie pour son conjoint, le conjoint lui dit en effet que lui aussi fera une vasectomie. Mais elle veut cette contraception définitive maintenant parce qu'elle nous dit, compte tenu des évolutions actuelles aux USA, et avec le récent discours du président français sur le réarmement démographique, elle est inquiète. À la question aussi qu'on pose sur le deuil d'une maternité potentielle. Moi, je ne sais pas trop ce que c'était, le deuil d'une maternité potentielle, mais les consultantes qui étaient avec nous m'ont expliqué, en effet, que c'est le fait au moment de la ménopause, le fait de, bien sûr, tout s'arrête. Elles ne veulent plus d'enfants, ces femmes, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté. Une possibilité en moins, même si elles sont tout à fait d'accord, c'est le deuil de la maternité, elles sont fichues, vraiment. Ce jeune couple est sensible aussi aux considérations écologiques, mais elle nous dit que c'est d'abord son non-désir d'enfant qui prime. Bon, elle nous dit qu'elle est stressée pour l'anesthésie, voilà. Et on demande toujours aux patients, en fin de consultation, qu'est-ce qu'ils veulent dire au staff. Ils ne viennent pas au staff. Si vous dites au staff, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Elle nous dit, merci de me laisser faire ma vie comme je le veux, être indépendante, être la femme que je veux vraiment, et lui, si je suis là, c'est que je la soutiens. Donc voilà, le principe de bienfaisance, il y en a plein d'autres, mais c'est un principe très 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 important pour moi, alors qu'il a été un peu bousculé du fait qu'autrefois, la bienfaisance, c'était le médecin, c'était le père de famille, c'était le curé du coin qui disait ça c'est bien, ça c'est bien. Donc voilà. Il y a aussi, dans le principe de bienfaisance, on a fait une contraception définitive, mais c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Là, c'est une autre consultation. Elle a 23 ans, cette jeune femme. Elle est elle a le même âge que la précédente qui demande une contraception définitive.
elle demande une prise en charge d'AMP, progression médicale assistée. Oui, progression médicale assistée. Donc elle veut un enfant, mais elle est célibataire, elle ne veut pas de bonhomme. Elle est accompagnée par sa mère qui la soutient dans son projet. Donc bienfaisance, retenir jamais seul. Oui, d'accord. On a vu aussi que ces principes, on pouvait les mettre sous le titre de choc. L'autonomie et le demande de fin de vie, c'est le choc des vouloirs. Je veux mettre fin à ma vie. Et je crois aussi que pour les PMA, les dysautonomies, ce sont les possibilités qui sont faites. C'est le choc des possibilités. Le principe de non-malfaisance, moi du fait de l'expérience de Jules Verne, je l'ai associé à ce qu'on appelle le choc des détresses. La non-malfaisance. La non-malfaisance, c'est un principe qui est très important dans le monde soignant, qui dit s'abstenir. Avant tout, s'abstenir de faire un geste pour ne pas nuire. C'est le primum non nocere d'Hippocrate. Et les points à retenir pour la non-malfaisance, retenez que la non-malfaisance concerne avant tout la personne. Rappelez-vous ça tout le temps. C'est pour ça que vous devez porter la voix du patient. La non-malfaisance concerne la personne. Bien sûr, on va tenir compte d'une possible malfaisance des soignants, une possible malfaisance vis-à-vis des proches, mais ce qui est prioritaire, c'est la non-malfaisance de la personne. Et vous, que ce soit le consultant d'éthique ou en tant que bénévole, vous êtes la voix et la présence d'une personne. Donc ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que je peux dire Ah oui, je vais prendre un exemple. La non-malfaisance. Parce que dans ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas tenir compte uniquement de l'aspect médical des choses. Jamais. Il faut toujours compte aussi de l'atmosphère sociale. Je vous raconte une petite histoire, là. C'est une jeune femme de 14 ans. Elle est très immature physiquement, bien que pubère, et psychiquement. Elle mesure 1m50, 35 kg, elle est en classe Ulysse. Ulysse, c'est une scolarité adaptée. Elle a été violée fin avril par un jeune homme de 15 ans lors d'une soirée chez une copine de son âge qu'elle avait invitée pour ne pas être seule à la soirée qu'organisait sa grande sœur de 15 ans. Voilà. Mais elle se retrouve enceinte, elle est dans l'incapacité d'en parler à sa mère, elle a une méconnaissance totale de la sexualité. Ça, c'est le compte-rendu de consultation. Elle a une méconnaissance totale de la sexualité, de l'anatomie et incapacité psychique à s'imaginer enceinte de cet acte. Devant l'aménorrhée, le premier mois, sa mère a appelé un gynéco qui l'a rassuré par téléphone sur l'irrégularité des cycles à cet âge. Mais, devant la persistance de l'aménorrhée et la modification de la silhouette de sa fille, la mère a accompagné sa fille chez le gynécologue qui a fait le diagnostic échographique d'une grossesse à 24 semaines d'aménorrhée, c'est important, et a commenté et a fait écouter les bruits du cœur à la mère et à la fille. Elle a été adressée au plan familial de son domicile dans le 45, puis à celui d'Orléans, puisque les gens se renvoyaient la balle. Après un refus téléphonique du médecin d'Orléans, elle est adressée à un autre CIBG. Dans l'intervalle, la fille et la mère sont allées porter plainte au commissariat de leur domicile. Et l'agent de police qui a reçu des dépôts de plainte m'a appelé, c'est-à-dire qu'il a appelé le médecin qui était en charge, m'a appelé pour savoir si on allait faire une IVG. Alors, il faudra qu'il récupère les produits d'aspiration pour continuer l'enquête, même s'il était bien convaincu que, comme d'habitude, avec les ados qui portent plainte, c'est pour cacher leur sexualité, et on va encore embêter ce garçon qui est sûrement pour rien. Je vais bien sûr rappeler le loi et confirmer que si nous faisions un geste, ce serait une IMG, pour motif psychosocial. C'est pas rien. Et en plus, le CPE et la séance sociale du collège, interpellés par la morphologie de la jeune fille et ses absences répétées, ont appelé la mère pour savoir ce qui se passait. Et la mère a dit que sa fille était enceinte, elle était sous pression. Et les deux membres du collège public, de l'éducation nationale, ont immédiatement pris contact
avec nous, la consultation d'éthique, et ont convoqué une équipe éducative dans le collège pour informer et débattre du cas de mademoiselle S. Et contre toute attente, notre assistante a reçu le mail qui est recopié là, le compte rendu de la réflexion de l'éducation nationale. Bonjour, je ne travaille pas aujourd'hui, mais je veux dire que la situation de S me préoccupe. J'ai beaucoup réfléchi à notre échange d'hier et je ne sais pas dans quelle mesure notre avis compte ou pas dans la décision qui sera prise lundi en commission, en stade d'éthique. Cependant, c'est une consultation du commission. Bref. Cependant, j'espère que la commission refusera le geste féticide dans l'intérêt du bébé et dans celui de S qui ne supportera certainement pas le poids de cet accouchement particulier et ses conséquences irrémédiables. Nous pouvons en reparler lundi matin si vous voulez bien, et si j'ai pu ajouter la fait commune, toute une décision difficile, je serai au collège et je regarde. Donc voilà, donc dans une situation comme ça, donc si on peut dire non, je ne veux pas faire de mal, je m'abstiens. Ce que je veux dire parfois, c'est que la non-malfaisance implique d'agir. C'est différent de la bienfaisance, mais c'est ça que je veux vous dire. Parce que si vous voyez que l'aspect médical, vous vous plantez. Il faut voir, encore une fois, les gens que vous rencontrerez, ils ont une histoire personnelle, une histoire qui n'est pas toujours fantastique, ils ont une histoire familiale. Donc n'oubliez jamais ça. Et puis, j'avance, oui, ça va, on arrive à... Le principe de... Ça, c'est le principe de non-malfaisance. Dernier principe, c'est le principe de justice qui est difficile, le principe de justice. C'est d'une part ce que dit la loi, on ne peut pas ne pas tenir compte de la loi, mais et aussi l'importance de vivre en société. Je prends un exemple précis, c'est ce qui faisait peur au départ. Dans les contraceptions définitives, si vous faites une contraception définitive à une jeune fille de 19 ans, c'est la loi, c'est possible, si vous avez bien vu. Supposons qu'il arrive un accident médical, c'est exceptionnel, mais bon, et que cette jeune fille de 19 ans décède. Vous verriez dans les réseaux sociaux et dans la frontière de France comment à 19 ans on lui fait une contraception définitive. Donc on ne peut pas, malgré la loi, pas tenir compte du poids de la société, du vivre ensemble. Et cette société n'est pas toujours varie d'abord sur lui. Enfin, c'est ce qui est inclus dans le principe de justice. Alors, je vais vous relire pour le principe de justice. Je vous signale que la contraception définitive est autorisée par la loi, en France, à partir de 18 ans, mais que 90% en France des gynécologues obstétriciens refusent de la faire. Vous voyez, la justice n'est pas toujours... Donc c'est pour ça que de temps en temps, j'en pense à Jules Verne, il y a des entonnoirs, parce que les demandes se font. Donc voilà. Donc là, du coup, c'est 23. Je n'ai pas fait exprès. À 23 ans, je suis. Depuis 5 ans environ, et après s'être documentée sur la réalisation d'une contraception définitive, Madame L s'est vue opposer de nombreux refus, médecin généraliste et gynécologue. C'est une amie infirmière qui lui a proposé de s'adresser au docteur X. En cas de refus, elle continuait sa quête vers Paris. Parce que là aussi, vous voyez ce que ça entraîne. Elle nous dit c'est incroyable, on ne peut pas faire ce que l'on veut avec notre corps. Elle a bien réfléchi et s'étonne par ailleurs que l'on peut faire des enfants et ne pas s'en occuper. Elle ne veut pas d'enfants car elle ne veut pas s'en occuper. Elle est peintre en bâtiment, un métier qui lui plaît beaucoup. Elle travaille énormément, même le week-end, pour arrondir ses fins de mois. Elle fait un métier d'homme et en fait, elles sont de plus en plus nombreuses à faire ce métier, il n'y a pas de problème. Elle travaille dans une petite entreprise avec 2 femmes. Elle vient d'acheter une petite maison qu'elle restaure petit à petit. Vous voyez, c'est une femme de motivation. Elle n'aime pas les enfants. Je ne me suis jamais attendrie devant un nourrisson. Il faut par ailleurs du temps et de l'argent, et elle n'a pas de temps et pas d'argent pour ça. Elle reste inquiète devant l'avenir économique et pessimiste à ce sujet. Elle a également une inquiétude concernant le climat et son dérèglement, mais ce n'est pas la raison première de ces demandes. Elle est soucieuse du développement démographique et est sensible à la souffrance du monde. On est de plus en plus nombreux dans un monde égoïste. Elle a voyagé en Guyane, Brésil, Maroc, Tunisie, et la misère rencontrée l'a touchée, et cette misère s'accroît. Le monde technologique me fait peur, compétition permanente, et toujours être jugé. Voilà son histoire. Elle a 23 ans, elle réfléchit.
Elle ne vit pas en couple, mais elle a eu 2 compagnons successifs. Et le refus d'avoir des enfants a été le motif de la séparation dans les 2 cas. Hein? On n'est pas heureux quand on ne fait pas ce qu'on veut. Elle a un frère de 28 ans qui va avoir prochainement un enfant. Elle n'a pas eu de retour négatif de la part de ses parents. Ses parents, la survenue d'une naissance prochaine chez son frère a sans doute facilité les échanges et l'acceptation de la contraception définitive par ses parents. C'est ce qu'elle nous dit. Elle a eu une enfance heureuse, avec un papa assez absent, qui a été serveur au Café de Flore, à Paris. La pilule, il faut toujours y penser, le DU, ça l'embête. Donc, voilà. Et elle ne considère pas la contraception définitive comme une mutilation. Donc, au nom du principe de justice, on devrait accorder. On peut se baser ça. Parce qu'elle est autonome, c'est manifeste. Donc, si on devait prendre une décision, on dirait, on a le principe de justice, la loi l'autorise. Et puis surtout, en faisant cet acte, on peut penser que ça va lui apporter un plus dans sa vie. Donc voilà un petit peu les 4 principes. Encore une fois, ne vous souciez pas de ces 4 principes. Ce sont des outils, et vous évoluerez en fonction de l'expérience que vous aurez. Je voulais vous terminer, puis on aura des discussions. On va faire un petit exercice quand même. Il faut, avant tout, ce que je vous proposerais, c'est avant tout d'écouter, d'apprendre à écouter. Et moi qui ne suis pas très religieux, lorsque j'ai été à Vézelay, j'ai vu sur la basilique de Vézelay, il y a des anges. Et si vous regardez ces anges, ils ont une particularité. Ils ont des énormes oreilles. C'est symbolique. Apprenez à écouter. Même chez les chrétiens, donc, apprendre, écouter voilà. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution qui est meilleure que l'autre. Hein. Et je fais appel à Platon. Je ne suis pas platonicien, pas du tout. Mais dans un livre qui s'appelle La République, il parle de métaphysique ou d'éthique. Et il dit 3 mots qui sont forts. L'éthique, c'est une métaphysique de la boue, du poil et de la crasse. C'est gris. Là, c'est Paul Ricoeur qui dit ça. Il n'y a pas de blanc ni de noir. Tout est gris, mais il faut vivre avec le gris. Je vous encourage, pour la consultation d'éthique, à utiliser ces outils, même si c'est bancal, parce que ce sont des outils. Hein, si vous dites, oui, est-ce qu'il est autonome, ou est-ce que je fais bien si je fais ci, ou est-ce que... Et puis, oui, aussi dans la relation, c'est la confiance, hein, qui n'est pas toujours facile. Et n'ayez pas peur de vos émotions. N'ayez pas peur de vos sentiments. N'ayez pas peur. Vraiment. C'est sûr. Si, quand on est ému, on dit il n'est pas rationnel parce qu'il n'est pas. Vivez ces émotions. Ne les éliminez pas. Ouais. Nature et culture, raison et émotion. Et plutôt que d'être rationnel, je vous dirais d'être raisonnable. Donc, encore une fois, ne fuyez pas vos émotions. Ne fuyez pas vos sentiments, simplement savoir qu'ils sont là et qu'ils peuvent modifier un petit peu votre réflexion, mais même chez une personne bien claire dans sa tête, généralement, devant une décision, on a 230 biais cognitifs. Donc, ne vous souciez pas. Ça, c'est une bonne chose. Merci à vous.